En 1900, on disait les bains de mer. Déjà, les sports nautiques avaient leurs adeptes. Des femmes du monde, sous le regard vigilant de serviteurs discrets, risquaient leur première brasse dans l'immensité liquide. Il faut hélas constater que le costume de bain sacrifiait tout à l'esthétisme. Et les jupes froncées, les jabots bouillonnants, les dentelles en sautoir, tout en soulignant peut-être la grâce d'une silhouette, entravait fâcheusement la liberté de mouvement de la nageuse. Nina Zibanejskaya, Angie Bochelter, Kelly Stefanishin. La tenue sportive est révélatrice de la place des femmes dans le sport comme dans la société. La pratique féminine doit correspondre à la conception sociale de l'élégance féminine et de l'image de la femme. La bicyclette fut un des symboles de l'émancipation des femmes, de leur autonomie. N'oublions pas que le préfet Lépine, en 1895, devra, sous la pression des cyclistes, prendre arrêté pour autoriser le port du pantalon féminin longtemps interdit. La pratique des sports qui exigent des conditions de confort et de liberté dans le mouvement fait évoluer la mode vestimentaire vers plus de simplicité. Certes, au début, en gardant des formes considérées comme convenables. C'est l'après-guerre, une page est tournée. Le corset a disparu, la taille est lâche, et la cheville, cette grande conquête de l'après-guerre, fait une apparition discrète mais définitive. C'est le règne de l'ombrelle. Le costume de bain amorce pour sa part une évolution vers la simplicité. Mais en 1925, Gaumont filme ses collections dans le grand luxe d'une pellicule coloriée au pochoir. Paul Poiret fait tomber les corsets et les femmes enfin respirent. Le temps est à l'exaltation d'un nouveau dieu, le sport. Isadora Duncan et ses émules font redécouvrir la Grèce antique, l'art de bouger, de respirer. Il y a eu dans les années 20 des femmes mais absolument remarquables. Bon, il y a Suzanne Langlaine que tout le monde connaît, bien sûr. Georgia, the whole day through, just a little song keeps Georgia on my mind. Vous avez eu toutes ces aviatrices, Hélène Boucher et autres, extraordinaires. Je vais entreprendre un voyage pour l'Indochine. Je suis seule à bord de mon avion de tourisme. Je n'ai nullement l'intention d'essayer de battre un record de vitesse, mais je désire accomplir cette randonnée de 12 000 km par petites étapes jusqu'à Saigon. Et ceci dans un but de propagande pour l'aviation féminine française. C'est tout. C'était des personnalités extraordinaires qui ont quand même ouvert la voie. Le sport féminin compte des adeptes de plus en plus nombreuses. Et si le dernier tournoi ne donne pas toute satisfaction quant à la valeur des équipes qui s'affrontent, il nous révèle en revanche de véritables athlètes dont le jeu souple, le style aisé, nous laisse beaucoup d'espoir pour l'avenir du sport féminin français. Elles coururent, sautèrent, sans jamais rien perdre de cette grâce et de ce charme qui font l'apanage d'un sexe qui veut ajouter la force à ses dons. Et ce sont d'autres femmes bien en chair qui font l'entrée fracassante à Deauville, les femmes reféminisées des années 30. Le sport menacerait-il la féminité? Ce fut un prétexte avancé pour cantonner les femmes dans des sports qui ne nuiraient pas à l'idée que l'on se fait de la féminité. La favorite Monique Berliou effectue le parcours en dos crawlé. Monique Berliou arrive bonne première. À cette époque-là, les maillots des femmes étaient réglementés. Ils devaient n'avoir pas plus de 12 cm de décolleté devant et 23 dans le dos. Avoir une ligne droite autour des jambes.
Je crois que les hommes ont toujours eu une tenue beaucoup plus adaptée au sport que les femmes. Les sportives de l'avant-guerre étaient plutôt considérées comme des originales. Je pense que l'image de la femme s'est beaucoup améliorée. Le sport féminin a énormément évolué depuis 1968. Avec Nicole Duclos, on a montré aux yeux du monde que des femmes, je dirais normales, pas déformées par les muscles, pouvaient faire un sport de haut niveau et tout en ayant une vie un petit peu normale. Les sportifs faisaient quand même attention à avoir une image qui soit assez attractive. En tout cas, les Américaines, je me souviens, avant d'aller sur le podium, elles avaient toujours leur trousse de maquillage. Elles se faisaient une petite beauté avant de monter sur le podium. Et donc déjà, elles participaient au spectacle et elles voulaient améliorer leur image. Et depuis, ça a énormément évolué. En effet, aujourd'hui, pour celles qui accèdent au plus haut niveau, l'apparence est un élément indissociable de la performance sportive. Mais dans certains sports, il reste encore beaucoup à faire pour modifier le regard des hommes et de la société tout entière. Voir une femme sur un vélo, c'est moche. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. Il vient de dire, je ne suis pas intéressé par le Tour de France. Je trouve que c'est pas très joli à voir. Bon. Bah, j'aime pas voir les femmes faire du football non plus. Mais tu sais que t'es pas beau non plus quand tu fais du vélo. Hein, bah peut-être, mais c'est pas ça. Je viens de remporter pour la 9e fois consécutive le championnat d'Europe de vitesse. À tous les échelons de la société, les femmes se sont battues pour obtenir leur reconnaissance. Suffragettes, midinettes. Pour les sportives, il a fallu du temps. Le corps médical a longtemps opposé des freins biologiques à la pratique sportive féminine. Déjà, en 1922, Boisget rappelle. Pas de course de fond, de saut en hauteur, en longueur, en profondeur, en vue de record. Pas de lutte ni de boxe, pas même d'équitation pour les femmes. Sauts, chocs et secousses sont dangereux pour l'organe utérin. Depuis l'émergence du sport féminin à la fin du 19e siècle, la lutte fut ardue. Le 800 mètres des Jeux Olympiques d'Amsterdam en est un bel exemple. The International Athletic Federation discontinued the race, declaring that races of such long distance as 800 meters would be injurious to the health of the women. C'est bien le sport pour les femmes, moi je trouve ça bien. Et je sais pas, il faut pas abuser quoi. C'est la même chose pour les hommes et les femmes, sauf que les femmes sont peut-être plus fragiles. Pour les femmes, ils ont le droit de faire les sports comme la fitness, la natation, mais pas la musculation. Ce n'est pas bon pour les femmes. La musculation et d'autres sports comme la boxe et le judo, c'est réservé aux hommes. Encore aujourd'hui, les blocages restent forts. Lorsque les femmes revendiquent de pouvoir pratiquer certains sports considérés comme traditionnellement masculins, elles se voient encore opposer des arguments de cette nature. Ce fut le cas par exemple pour le sabre, présenté pour la première fois aux Jeux Olympiques de Sydney, qui selon certains maîtres d'armes serait dangereux pour la santé des femmes. Mais je pense qu'aujourd'hui, la femme a sa place dans tous les sports. Je crois qu'il faut la laisser s'épanouir. Pourquoi lui interdire tel ou tel sport? Cette répartition des rôles, aujourd'hui, elle est profondément modifiée, même si dans le discours général, tout le monde considère que c'est normal que les femmes viennent au sport. Mais en fait, c'est très perturbateur pour le sport. Connaît-on vraiment les conséquences de l'entraînement intensif sur la santé des athlètes? Plus on s'entraîne, plus on soulève de charges, plus on a besoin d'aller plus loin, plus le corps se déforme. Mais chez les femmes, je crains que ça choque. Et je voudrais dire seulement à Monique Prada qu'elle est très jolie pour l'instant, mais il y a peut-être des copines qui sont prêtes à faire mieux qu'elle.
Pour autant, doit-on leur interdire la compétition de haut niveau? La prise en compte des caractéristiques biologiques des sportives et des sportifs n'est-elle pas une chance pour l'avenir du sport? Et donc j'y vois, moi, dans cette arrivée de la femme dans le sport, une modification profonde du contenu même du sport. Et à partir du moment où on considère que la femme est un être égal en tout point de vue, même s'il y a morphologiquement des différences, pourquoi refuser l'idée même de la mixité? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui être avancé comme argument? La Grande Guerre modifie la structure du travail. La nation a besoin des femmes. Il y en a qui font des corsages, d'autres qui font des surjets. Moi, mesdames, messieurs, mon ouvrage, c'est de faire les robes en biais. Elle s'attelle à des tâches nouvelles, fabrique des obus, participe à l'effort de guerre, remplace les hommes dans les usines. Elles trouvent aussi progressivement une place en politique. 3 femmes, pour la première fois dans l'histoire de la France, figurent au ministère. Mais dans le monde sportif, les stéréotypes ont la vie dure. Si on revient un siècle en arrière, Coubertin disait que la place de la femme n'était sûrement pas sur les stades. Donc c'est vrai qu'on peut voir maintenant que ça a bien changé. De ce que je viens d'exposer, on doit conclure que le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie nullement qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. Il n'y avait pas de championnat séparé pour les femmes ou pour les hommes, sauf peut-être en athlétisme, mais là, il faut remonter plus tôt, au temps d'Alice Milia. Dans le trépinement du XXe siècle, Alice Milia est l'âme du mouvement sportif féminin, l'exemple vivant de la femme moderne. Son combat, commencé au sein de l'institution, n'a pu s'exprimer que dans le cadre d'une organisation autonome du sport féminin. Allez là-bas! Allez là-bas! Viens, s'appelle. J'ai l'honneur de vous présenter quelques championnes qui ont particulièrement brillé au cours du match France-Japon. De plus en plus reconnues au sein de l'institution sportive, les femmes, encore aujourd'hui, doivent continuer leur combat. Déjà parce qu'au plan sportif, en l'absence de statut solide, on n'avait pas de place dans la société, on était un peu en marge, comme entre parenthèses pendant 10 ans. Et doublement entre parenthèses, en tant que femme, je l'ai beaucoup senti, ça, cette parenthèse très forte. Parce qu'on est moins considéré comme femme, parce qu'on a forcément toujours beaucoup plus à prouver, qui fait qu'on est toujours à dépenser beaucoup d'énergie. C'est à la fois très stimulant et bon, des fois épuisant et peut-être pas toujours très rentable. Il y a quelques années, quand j'étais en cadet, il y avait des filles qui couraient avec nous et bon, elles y allaient, hein, elles se défonçaient, elles étaient pratiquement aussi fortes que nous. Il fallait y aller. Puis en escalade, les filles, elles ont un super avantage sur nous, c'est qu'elles sont beaucoup plus souples. Elles ont un rapport poids-puissance meilleur que nous. Souvent, elles sont plus légères pour la même puissance musculaire. Il y a peu, de tels propos n'auraient pas été imaginables. C'est très positif de voir donc même justement un public masculin s'intéresse à toutes les performances féminines. Dans le sport en général, la femme est devenue beaucoup plus professionnelle. Tennistiquement, on s'entraîne beaucoup plus. Mentalement, on fait plus d'efforts et on se donne à 100% dans notre métier, quoi.
Cette persévérance qui anime les sportives et le professionnalisme dont elles font preuve a conduit l'institution sportive à ouvrir un champ de discipline et d'épreuves de plus en plus important. Si aux Jeux Olympiques de 1900, seules 19 femmes étaient engagées, à Sydney en 2000, elles représentaient 43% des athlètes dans des disciplines traditionnellement féminines, mais aussi dans des sports considérés comme bastions masculins. Présenté à la Convention en juillet 1793 par Maximilien de Robespierre, le plan d'éducation de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau intégrait les prémices de l'éducation physique pour tous et toutes. Pour tout enfant de l'un et l'autre sexe, les moments et les jours de délassement seront employés à des exercices de gymnastique qui seront indiqués par le règlement. Les garçons seront formés en outre au maniement des armes. Aujourd'hui, l'éducation physique n'est plus une simple distraction, mais un élément fondamental de toute éducation moderne. Dans cette école, garçons et filles s'adonnent à des exercices variés. Jules Ferry, en 1882, rend obligatoire à l'école la gymnastique pour les filles et les garçons. Le sport s'inscrit dans le programme éducatif, différemment selon les époques. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, le Commissariat général à l'éducation générale et au sport se fixait pour objectif la régénération de la race selon ses propres termes. De nos jours, l'éducation physique est liée à l'épanouissement de l'enfant, prenant en compte le développement de la citoyenneté. Voilà. 42% environ des participants et des licenciés à l'UNSS sont des filles. Et parallèlement à la pratique, on les retrouve d'ailleurs dans les activités de danse, GR, gym. Pour autant, l'égalité des chances pour les jeunes filles et les femmes est-elle enfin atteinte ? Je proclame l'ouverture des 10e Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Depuis quelques décennies, le sport représente de tels enjeux politiques et économiques que les femmes suscitent un intérêt grandissant. Cette prise en compte a parfois entraîné quelques excès. Vous venez donc de voir Jarmila Kratochvílová. On ne peut pas dire que son apparence soit particulièrement féminine. Disons qu'elle appartient à cette catégorie de championnes fabriquées par la médecine au point que l'on se demande quel peut bien être leur sexe. Certains États, soucieux de se positionner sur l'échiquier politique international, ont d'ailleurs parfois misé plus fortement sur le sport féminin. Ce qui d'ailleurs a contribué à son développement depuis une cinquantaine d'années. Vince la Ponomarieva con 1,55 m e 10, nuovo record olimpico. Mamma Brown è sesta. À l'heure actuelle, d'autres dangers se dressent sur la route des sportives. L'économie s'empare de la beauté des athlètes. Leur corps est outrageusement utilisé, reproduisant ainsi dangereusement les stéréotypes sexistes. On leur dit qu'il faut qu'elle soit sexy, mignonne. En fait, moi je le dis que c'est pas tellement la faute de la joueuse, c'est qu'elle a été éduquée comme ça par l'entourage, les parents, les agents, etc. pour toujours le même problème, essayer de gagner de l'argent, quoi. Un agent de joueuse va pouvoir en réalité associer l'image d'une joueuse que beaucoup plus sur des critères esthétiques que sur des critères qui sont liés à sa crédibilité et à ses résultats. Qu'ils
sont conscients que d'associer l'image comme ça d'un vainqueur, de quelqu'un qui est extrêmement performant, d'une équipe, d'un travail de nombreuses années, ne peut que servir à leur marque. Mais attention messieurs, vous aussi êtes exposés. Je m'aperçois que c'est vraiment le look que la plupart des femmes recherchent. Cette survalorisation des corps n'est pas sans effet sur la pratique sportive de base. Alors j'étais toute seule avec tous ces garçons. Il n'y en avait pas à ce moment-là. J'étais la seule femme entraîneur. Les inégalités restent encore criantes. Entraîneur, oui, mais le plus souvent au masculin. Plus l'enjeu sportif est important, moins la responsabilité en est confiée aux femmes. Pour briser les barrières, c'est un peu plus difficile puisqu'on n'a même pas l'accès à ces postes. Donc on n'a pas le privilège de pouvoir montrer que l'on est capable, tout autant qu'un homme, de faire du bon travail. C'est les fédérations qui poussent les hommes à être entraîneurs, vous comprenez ? Les moyens financiers, les primes à la performance ne sont pas équitablement répartis entre hommes et femmes et selon les sports. Il n'y a pas de différence ni dans les prix qu'on a sur les tournois, ni dans l'organisation des tournois par rapport aux hommes. Une victoire d'étape sur la grande boucle féminine, c'est 1800 francs et sur le Tour de France homme, c'est 50 000 francs. Peu de femmes accèdent au poste de décision du sport, tant au plan international qu'au plan national. Quelques-unes y parviennent, c'est encore l'exception. Alors que les femmes représentent plus d'un tiers des licenciés, au début du XXIe siècle, peu d'entre elles ont la responsabilité de l'arbitrage. Seule une femme est présidente d'une fédération sportive olympique. Ce qui a, je dirais, facilité non pas mon élection, mais ma démarche pour me présenter à cette position, c'était le fait que je m'entendais très bien avec les hommes qui étaient au comité directeur, en particulier le président, et j'ai été sollicitée pour prendre ce poste. Je crois que ça va s'arranger petit à petit avec toutes ces femmes ministres là, qui ont leurs maris qui sont dans l'ombre, ça va très bien. Et la promotion des activités physiques et sportives. Le dialogue, car un sportif est un citoyen avant tout. Les filles qui s'engagent dans ces pratiques, et notamment quand elles sont en sport collectif, elles acceptent avec beaucoup de volontarisme les tâches d'arbitre et responsable d'équipe, capitaine d'équipe, parce que c'est une voie d'émancipation pour elles. La voie sportive est une voie d'émancipation pour les filles. Donc il faut aller chercher les hommes et leur dire aidez-les et donnez-leur les postes. Et vous aurez un autre type de gloire, je dirais. Mais ça, c'est plutôt long à travailler dans la tête. L'avenir sera différent en matière de prise de responsabilité des filles, des femmes dans les structures du sport. On est déjà entré dans un autre univers de valeurs qui sont, on dira, plus consensuelles. Et les femmes ne mesurent pas encore la révolution qu'elles sont en train de conduire. On avancera, on avance, mais bon, il y a encore des murs à abattre. Mais je pense qu'on a envie, je pense que toutes les femmes sont motivées. Je veux dire, quand on est passionné, on est capable de faire tomber des murs.